En Afghanistan, les femmes n'ont désormais plus le droit de faire entendre leur voix en public. Elles n'ont plus le droit de parler en dehors de chez elles. 3 ans après leur retour au pouvoir, les talibans continuent d'invisibiliser les Afghanes. Avec nous pour en parler, Éric Chesson, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chirurgien, président de la chaîne de l'Espoir, auteur avec Michel Faure du livre Afghanistan, la spirale infernale aux éditions Robert Laffont. Vous revenez tout juste d'Afghanistan. Pour être précis, les décrets en question ont été pris le 22 août. Vous êtes arrivé juste après. Interdit de chanter, de réciter de la poésie en public, ni même de parler en dehors de leur maison. Quand vous êtes arrivé sur place, quelle était l'atmosphère ? L'atmosphère, et vous vous souvenez, vous m'aviez reçu il y a quelques mois, et je vous avais dit que je ressentais cette peur omniprésente, cette peur de la police, de la répression du vice et la promotion de la vertu qui sont partout. Et avec ces nouveaux décrets, je vous rappelle, 114 pages, 35 décrets, ciblés sur l'ensemble de la population afghane, mais quand même axés sur la femme, la piégeant dans tous les détails de sa vie. Déjà, on était effarés. Mais là, les détails sont tels que la vie devient insupportable. Par exemple ? C'est l'interdiction de parler à voix haute, la nécessité d'avoir non seulement le hijab, mais de couvrir toutes les parties découvertes, l'impossibilité de parler à toute personne, écoutez bien, avec qui elles n'ont pas de lien de sang ou de lien par le mariage. C'est-à-dire, alors bien sûr, les bains publics, l'accès au parc, l'interdiction de travailler, l'interdiction de l'éducation pour les petites filles de plus de 12 ans. Et c'est une liste absolument infinie, confinant parfois au ridicule, si ce n'était aussi dramatique. Et moi, j'avais employé, vous vous souvenez, le mot de féminicide. On m'avait reproché qu'il était trop fort. Je parle de féminicide social, c'est-à-dire, si vous voulez, le moindre médecin que je rencontre, d'infirmiers et autres, ils sont obnubilés uniquement par le problème de leurs filles, de leurs femmes, de leurs jeunes adolescentes qui sont chez eux, qui sont souvent pas sorties depuis 6 mois, 1 an, avec des dépressions, des tentatives de suicide. C'est une chose qu'on n'a jamais vue les enfants ailleurs. Ne sont pas sortis depuis 1 an. Bien sûr, parce que ça devient tellement restrictif. Il faut, si vous voulez, la litanie nous occuperait pendant 1 heure de tout ce qui est interdit. Et donc, pour ces femmes, je vous rappelle, 20 millions de femmes qui sont soumises à cette folie. Et je vous assure, c'est quelque chose de dramatique, qui aura des conséquences, qui à un moment, si vous voulez, si on laisse faire ça au nom de je ne sais quoi pour les femmes afghanes, en général, vous savez, l'Afghanistan, il y a comme une tache d'huile qui se répand un peu partout. Il faut à tout prix ne pas abandonner l'Afghanistan, mais lutter avec les armes que nous avons pour ces femmes. Mais vous qui connaissez bien ce pays, au nom de quoi font cela les talibans ? Au nom, disent-ils, de l'islam, de leur charia à eux ? Jamais l'islam n'a dit qu'une femme ne devait pas s'exprimer en public, jusqu'à preuve du contraire. Bien sûr, c'est la charia, rien que la charia, mais c'est une charia que il n'y a aucune sourate du Coran qui stipule des interdictions aussi folles. Mais je crois que d'abord, derrière tout ça, il y a une peur. Il y a une peur de la femme, il y a une peur de ce qu'elle représente. Et pendant 20 ans, il faut reconnaître, de 2001 à 2021, les femmes ont été, je dirais, relativement libres, bien qu'on pourrait rentrer dans les détails et dire que la liberté n'est pas totale, mais elles avaient accès à l'information, elles avaient accès à Internet, et elles voient très bien ce qui se passe dans le monde, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays musulmans, où elles ne sont pas soumis à ce carcan. Et Vous-même, vous travaillez dans votre hôpital à Kaboul, l'Institut Mère et Enfant, avec des Afghanes. Est-ce qu'elles peuvent toujours travailler avec vous ? Oui, alors justement, si vous voulez, nous lançons un appel pour les femmes afghanes, pour qu'elles aient accès à la santé.
si vous voulez, à l'hôpital, nous avons 960 salariés, 280 femmes. Ces 280 femmes, la santé est en principe épargnée. Mais nous sommes soumis à une pression du quotidien. Je vous donne un exemple. Le matin, vous avez on a à peu près 800 à 1000 consultants par jour. Toutes spécialités confondues, le laboratoire, la radiologie. Mais déjà, il faut séparer les hommes et les femmes. Est-ce que vous pouvez imaginer, avec autant de monde, vous allez pour une prise de sang, séparer les hommes et les femmes, qu'une femme ne soit pas traitée et soit traitée uniquement par une femme. Vous voyez dans tous les détails, le scanner, la prise de sang, la chirurgie, la réanimation. C'est-à-dire qu'on est sur une ligne de crête pour essayer de continuer. Nous continuons, mais nous sommes soumis à une chose terrible. Et si vous voulez, c'est quelque chose que j'appelle le cancer de l'Afghanistan, c'est la fuite des cerveaux. Face à tout ça, l'ensemble des médecins, des infirmières que nous avons formés, je vous donne l'exemple de la réanimation, seule réanimation néonatale d'Afghanistan, nous avions 8 réanimateurs que nous avons formés. Former un réanimateur, c'est entre 6 à 8 ans. 8 sont partis sur les 9. Et vous vous rendez compte, c'est considérable. Ce sont les cerveaux qui partent. Et donc, nous sommes obligés de multiplier les missions. Et je lance un appel pour qu'on nous aide, financièrement bien entendu, mais aussi que des infirmières, des anesthésistes, des réanimateurs nous rejoignent parce que il y a un besoin énorme. Quelle est la situation des enfants, des nourrissons? Est-ce qu'il y a des vaccins? Est-ce qu'il y a du lait? Est-ce qu'il y a des pédiatres? Vous parliez des spécialités, des sages-femmes aussi, des couveuses? Si vous voulez, l'UNICEF a qualifié l'Afghanistan de pire crise humanitaire au monde avec le Soudan. Il y a un problème énorme d'accès aux structures de santé parce que énormément sont fermées. 1, parce que les salaires ne sont pas payés. 2, parce qu'il n'y a pas le consommable. Consommable, c'est l'aiguille, c'est le tuyau de perfusion, c'est le médicament et autres. L'hôpital français fonctionne. Il fonctionne bien, il fonctionne encore avec l'aide des missionnaires que nous envoyons de France et avec l'aide, je tiens à le dire, du centre de crise du Quai d'Orsay. Mais si vous voulez, nous avons un tel afflux de patients que nous n'arrivons pas à faire face à l'ensemble des demandes. Et c'est pour ça que je me permets, à travers cette émission et votre antenne, de lancer un appel à tous les médecins ou ceux qui voudraient nous aider. Alors vous avez cité évidemment le Soudan, dont on parlait dans la première partie de ce journal. Il y a aussi la situation humanitaire à Gaza. Il y a la guerre en Ukraine qui éclipse peut-être aussi ce qui se passe en Afghanistan. Dans un premier temps, de nombreux États ont dénoncé ce qui se passait. Et puis aujourd'hui, même en termes d'asile, il n'y a pas beaucoup de voix qui s'élèvent pour dénoncer ou pour aider justement ces Afghans et notamment ces Afghanes. Bien sûr, et je vous remercie de me donner la parole ce soir, parce que je crois qu'il est très important de parler de l'Afghanistan. Depuis le départ, je dirais plutôt la déroute des Américains le 15 août 2021, on a cru que c'était possible, qu'il y avait des talibans modérés, qu'ils étaient inclusifs, que les femmes, etc. C'est une déception totale. Ils sont et ils restent ce qu'ils ont toujours été. Et je pense que cette situation nécessite la mobilisation de l'ensemble, mais des politiques, des féministes, pour dénoncer ce qui se passe et, si vous voulez, ne pas laisser le dossier afghan sous la pile, avec bien sûr les urgences que sont Ukraine, Gaza, le Soudan. Et je crois que la communauté internationale était très satisfaite dans leur fort intérieur de dire l'Afghanistan, c'est réglé. Ce n'est absolument pas réglé. Éric Chesson, pardonnez-moi, vous ne pouvez pas travailler sans être en accord avec les autorités locales. Quand vous critiquez le régime des talibans, est-ce que ça ne vous cause pas d'ennui? Est-ce que vous pouvez continuer toujours à travailler malgré cela? Comment ça se passe? Pour l'instant, nous discutons avec les autorités de santé, les autorités également le ministère de l'Éducation, parce que nous formons les futurs spécialistes. Nous avons eu des problèmes pour accueillir les femmes. J'espérais que cette année, nous pourrions remettre le diplôme à 2 femmes en gynéco-obstétrique, mais malheureusement, ça n'a pas été possible. Pour l'instant, j'ai toujours eu une parole libre.
Je vous rappelle qu'au conseil d'administration de l'hôpital français, géré par la chaîne, il y a le ministre de la Santé afghan et qui est présent, avec qui... Mais vous sentez que parfois il y a des possibilités de discuter? Est-ce que ça vous arrive de discuter avec des voix officielles qui critiquent ce qui se passe en ce moment? On discute avec les autorités ouvertement. Je vous dirais, je ne sais absolument pas ce qui va se passer demain, parce que je m'aperçois que depuis le 15 août 2021, on a toujours cru que le pire était arrivé, et le pire n'est jamais certain en Afghanistan. Et donc, je vous dis très franchement, je ne sais pas ce qui va se passer demain. La dernière fois que je vous ai vu, j'étais relativement, pas optimiste, mais j'avais quelques illusions en croyant qu'on pourrait ouvrir un dialogue. Pour l'instant, je ne sais pas. Le monde des ONG en Afghanistan est en grande difficulté, et notamment un détail qui est passé totalement inaperçu. Nous ne pouvons plus obtenir de visa lorsqu'on est l'espace Schengen. Ça devient extrêmement difficile d'avoir un visa pour aller en Afghanistan. Quelle est la responsabilité? Le premier responsable, c'est bien entendu le régime de Kaboul qui met en place ces mesures discriminatoires envers les femmes. Vous avez vous-même parlé d'une expression très forte, génocide. Féminicide. Féminicide social, avez-vous dit. Quelle responsabilité des Occidentaux et d'ailleurs des Russes depuis l'Union soviétique? Si vous voulez, la plus grande responsabilité, si je puis me permettre, d'abord le départ des Américains est une honte de la façon dont ça s'est passé, et puis les gouvernements précédents, avec en tête de liste, je dirais, des causes qui nous a amenés à la situation actuelle et au retour des talibans, c'est la corruption. Quand vous imaginez que 2000 milliards ont été injectés en Afghanistan, donc l'Occident a fait énormément, mais dans une corruption qui a dépassé tout ce qu'on peut imaginer. Et beaucoup de cet argent qui aurait dû venir dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'aide aux femmes, a été détourné. Et donc, il y a eu une espèce d'explosion face à ces gouvernements, tant le gouvernement de Karzai que d'Ashraf Ghani, où cette corruption a amené à cette explosion du 15 août 2021 et au retour des talibans dans ce que j'ai appelé la déroute des Américains. Et tout le monde se souvient des images absolument abominables de l'aéroport de Kaboul. Est-ce que les lois mises en place par les talibans, notamment celles qu'on a évoquées, interdiction de parler en dehors de la maison pour les femmes, est-ce que c'est à travers tout le pays ou est-ce qu'il y a des régions du pays qui échappent au joug des talibans? C'est à travers tout le pays. La seule chose que je peux vous dire, j'ai eu nos amis de Kaboul aujourd'hui, ils observent ils observent une multiplication des agents de la promotion du vice et de la vertu dans tous les endroits, et notamment dans la rue, qui probablement vont appliquer les différentes mesures. Mais s'ils appliquent au pied de la lettre ces 114 pages qui touchent également les hommes, faut le dire, mais qui touchent essentiellement les femmes. Interdiction de regarder les femmes, notamment pour les hommes. Enfin, je ne vois même pas comment c'est la vie quotidienne, même le simple rapport d'avoir un contact dans un commerce, et je vous parle en médecine. Les femmes ne peuvent être soignées que par les femmes. Les femmes et les jeunes filles et les jeunes femmes n'ont pas accès à l'éducation supérieure. Je voudrais bien savoir qu'est-ce qui va se passer dans quelques années pour soigner les femmes, puisqu'on est en train d'interrompre le cycle de formation des futures gynéco, obstétriciennes, et puis l'ensemble des spécialités qui va concerner l'exigence sanitaire pour les femmes. Merci beaucoup Éric Chesson pour votre témoignage ce soir dans 64 minutes en direct sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes tout juste de retour d'Afghanistan, président de la chaîne de l'Espoir, un pays que vous connaissez depuis plus de 40 ans. Merci beaucoup.